Bonjour, séance du 30 mars 2021, durant laquelle j'ai l'intention de poursuivre l'explication de l'extrait de la République que j'avais commencé la dernière fois de commenter. Comme je vous l'avais dit, il est souhaitable évidemment que vous ayez à proximité, de façon à pouvoir l'avoir sous les yeux quand vous en avez besoin, cet extrait du livre 7, ce livre de la République qui commence par l'illustrissime allégorie de la caverne. Je vous suggère en passant d'ailleurs de lire ce texte depuis le début du livre 7, pourquoi pas en lisant également le livre 6, ces deux livres 6 et 7 constituant une espèce d'unité philosophique particulièrement privilégiée, ce qui fait d'ailleurs que très souvent ces deux livres de la République ont été édités ensemble, surtout à des fins scolaires, dans certains volumes que vous trouverez facilement sur le marché de l'édition. Pourquoi, du reste, ne commenceriez-vous pas la lecture de la République au commencement du dialogue, dès les premières pages? C'est un texte accessible, c'est long, évidemment, à certains endroits, c'est exigeant et peut-être même est-il difficile de s'y passer d'un certain nombre de connaissances préalables, mais j'avais indiqué, je crois déjà, l'intérêt que présentent des livres d'introduction à Platon, en particulier celui de François Châtelet, intitulé Platon, dans la collection qui se trouve chez Gallimard, la collection Folio Essai. Donc j'aurais tendance à vous dire, lisez la République, et précisément ce que je fais en ce moment, je pense, constitue un apport de connaissances suffisant pour pouvoir appréhender ce texte avec profit. Alors, je vais revenir au texte lui-même très bientôt, mais j'essaie de prendre maintenant, en ce début donc de leçon, j'essaie de prendre un peu de distance et de prendre un point de vue un peu plus synoptique, un petit peu plus global. Alors, la vocation utilitaire de l'astronomie, sa vocation technique, à des fins, nous l'avions dit, militaires, à des fins commerciales, pour la navigation par exemple, cette vocation n'est aucunement contestée et encore moins niée par Platon. Mais il se trouve, c'est un fait, que dans ce texte de la République, elle est réduite au minimum et elle est même, on peut le dire, écartée. Elle est écartée du chemin que suit Platon, ce qui ne veut pas dire que Platon la tienne pour quantité négligeable dans l'organisation de la technique qui a besoin, comme nous l'avions dit la dernière fois, de la République, pardon, qui a besoin de techniciens et donc qui a besoin d'experts. Alors, je crois qu'on peut dire les choses en distinguant deux sortes d'astronomie qu'on pourrait appeler, je vais utiliser des mots un peu savants, mais que je vais expliciter et qui d'ailleurs ne sont pas absolument opaques. On pourrait distinguer une astronomie prudentielle d'une astronomie sapientielle. Alors, qu'est-ce que j'entends par prudentielle et sapientielle? Évidemment, l'adjectif prudentiel renvoie à ce qu'on appelle la prudence, mais qu'il faut entendre dans son sens antique, dans son sens grec originel, qui correspond à un mot qui est le terme sophrosuné, qui ne renvoie pas directement à ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, prudence, à savoir simplement l'évitement des dangers. La prudence grecque, c'est pourquoi d'ailleurs on traduit assez souvent le mot sophrosuné par sagacité plutôt que par prudence. La prudence grecque, c'est quelque chose de plus, je dirais, de plus particulier, qui inclut bien entendu la capacité à contourner les périls auxquels nous expose le monde, mais qui a un sens plus général, qui est le suivant, c'est on va dire, c'est l'art de la conduite raisonnable dans un monde incertain. Parce que, chacun le sait, la contingence a sa place dans le monde où nous vivons. Il y a de l'aléatoire, il y a de l'imprévisible, il y a, si vous voulez, du hasard. Et pour cette raison, notre existence humaine
ne peut pas être placé entièrement sous le signe d'un savoir scientifique, sous le signe de la science et sous la direction d'une connaissance qui serait seulement la connaissance scientifique, celle qui peut produire ces propositions, ces énoncés qu'Aristote appelle nécessaires, des énoncés nécessaires, c'est-à-dire qui disent ce qui est, mais qui le disent en tant que ce qui est ne peut pas ne pas être. Lorsque vous énoncez un théorème mathématique, vous énoncez une proposition nécessaire qui dit non pas simplement que les trois angles, la somme des trois angles du triangle rectangle est égale à 2 droits, mais qu'elle ne peut pas ne pas être égale à 2 droits et qu'elle ne peut pas donc avoir une autre valeur. Or, les propositions que nous sommes à même de formuler sur le monde dans lequel nous avons à vivre ne sont pas des propositions de ce type. Ce sont des propositions qui portent non pas sur du nécessaire, mais qui portent bien souvent sur du contingent. Bien sûr, vous pouvez prononcer sur le monde dans lequel nous vivons des propositions nécessaires. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, s'il fait jour, il fait clair. Ça, c'est une déduction nécessaire. Pourquoi? Parce que la clarté est impliquée dans la définition du jour. Encore qu'après tout, il puisse faire jour et brouillard, et par conséquent, le temps n'être pas clair. Mais c'est un fait que les propositions que nous avons à énoncer et en fonction desquelles nous avons à nous conduire, à vivre dans ce monde, sont des propositions qui portent la plupart du temps sur des choses qui ne sont pas nécessaires mais contingentes. Et donc, lorsque Aristote réfléchit sur ces questions de la prudence au livre 6 de ce livre intitulé Éthique à Nicomaque, Nicomaque c'était le fils d'Aristote, hein, Éthique à Nicomaque, éthique destinée à Nicomaque, eh bien, lorsque au livre 6 de ce livre, Éthique à Nicomaque, qui est un livre que vous pouvez aussi d'ailleurs lire, lorsqu'Aristote réfléchit sur la prudence, il la définit, je le cite, c'est au chapitre 5 de ce livre 6, une disposition pratique accompagnée d'une règle vraie concernant ce qui est bon et mauvais pour l'homme. Une disposition pratique accompagnée d'une règle vraie concernant ce qui est bon et mauvais pour l'homme. C'est la définition aristotélicienne de la prudence. Ce qu'un de nos meilleurs connaisseurs d'Aristote, un commentateur d'Aristote, Pierre Pellegrin, dit de cette façon, appréciation juste de situations singulières. Appréciation juste de situations singulières. Car à la nécessité des propositions mathématiques correspond cette propriété d'universalité. Pour tous les triangles, rectangles, le théorème de Pythagore est vrai. La singularité caractérise au contraire les situations auxquelles nous avons à faire face dans ce monde, ce qui veut dire que chaque situation est unique. Elle est non seulement particulière, mais elle est plus que particulière, elle est singulière. Alors bien entendu, il y a des situations similaires, ce qui fait qu'il y a une particularité des situations qu'on peut classer en, je dirais, catégories plus générales. Mais il est vrai qu'à l'intérieur, par exemple, de chacune des situations, disons par exemple de panne de voiture ou de situations de dispute entre deux personnes, il y a toujours des particularités à l'intérieur de la particularité qui font que chaque situation est singulière, unique, irreproductible. Et donc, la prudence est une vertu au sens grec du terme, au sens qui est passé dans le terme latin virtus, qui veut dire puissance. Puissance, la vertu de prudence est une vertu parce que c'est une puissance, parce qu'elle nous rend précisément puissants et qu'elle nous évite d'être impuissants devant certaines situations. La prudence est une vertu, mais qui est rattachée au bon et au mauvais, et non pas comme ce qu'on appelle le plus souvent vertu, à savoir une capacité plus précisément morale, attachée au bien et au mal. La prudence, c'est la vertu du bon et du mauvais. La vertu, j'aurais envie de dire avec un grand V, c'est le sens qu'a pris le mot plus tard, notamment à partir du XVIIe siècle. Cette vertu-là, c'est la vertu reliée à l'opposition du bien et du mal.
Et la mise en œuvre de cette vertu de prudence, elle est en effet ordonnée à un savoir. Elle est ordonnée à ce que Aristote appelle la connaissance d'une règle vraie, la règle qui relie les moyens que je mets en œuvre à la fin que je vise. Et cette règle doit être vraie. Ça veut dire qu'il y a objectivement de bons moyens et de mauvais moyens lorsqu'on agit. Et nous avons donc besoin d'une connaissance vraie pour être prudent et pour agir dans le monde. Par exemple, pour naviguer, pour commercer, pour construire, pour conduire des batailles si l'on est stratège militaire. Et par exemple, le médecin qui doit décider de la stratégie thérapeutique appropriée, eh bien, doit posséder de solides connaissances biologiques. Seulement, ces connaissances biologiques, qui sont des connaissances scientifiques, il ne peut pas simplement se contenter de les appliquer. C'est pourquoi sa connaissance scientifique dans le domaine biologique ne lui suffit pas. Cette connaissance ne doit pas seulement être appliquée, elle doit être réfléchie. Ce qui veut dire qu'il y faut une délibération. La délibération, qui consiste, si vous voulez, à peser le pour et le contre, c'est ce que signifie le mot délibérer, la délibération n'existe pas au sens propre dans ce qui est strictement scientifique. On ne délibère pas au sujet d'une proposition mathématique. On essaye de la démontrer, et si elle a été démontrée, on essaye éventuellement de vérifier la démonstration en cherchant où pourrait se trouver dans cette démonstration une faille, mais il n'est pas question, face à la proposition mathématique, de faire preuve de cette aptitude, de cette capacité qui est à l'œuvre précisément dans la délibération et qu'on appelle le jugement. On ne juge pas dans le même sens de la vérité d'une proposition mathématique comme on juge de la conduite appropriée dans une situation pratique. Par exemple, le marin peut délibérer à partir des connaissances qu'il a astronomiques, géographiques, des connaissances qu'il possède et qui seront pour certaines scientifiques, pour d'autres empiriques, sur, par exemple, la mer. Mais les connaissances qu'il a acquises, qu'il les ait acquises dans une école, dans des livres ou sur le tas, c'est-à-dire en naviguant, eh bien, ces connaissances, il ne pourra pas directement les transformer en un plan de navigation. Il faudra un moment du jugement. Un moment du jugement. Les connaissances, si vous voulez, font partie de ce qu'on appelle maintenant dans le langage juridique les obligations de moyens. C'est-à-dire qu'il faut un diplôme pour piloter, par exemple, un avion de ligne. Ça, ce sont les obligations de moyens. Il y a des obligations de résultats pour une compagnie aérienne. Mais pour le pilote lui-même, il y a entre les connaissances qu'il a et qui font partie de ce qu'il est tenu de posséder avant de prendre les commandes de l'avion et le résultat final qui est l'atterrissage maîtrisé et efficace, il y a le jugement. Car peut se produire une situation totalement imprévue dans laquelle il aura à délibérer rapidement, dans ces cas-là, à juger, et ce jugement-là ne peut pas, au même titre que le sont, par exemple, les connaissances qu'il doit posséder, ne sont pas, au même titre, vérifiables et, par exemple, évaluables de la même façon, par exemple, devant un tribunal. Alors, on peut raconter une anecdote pour illustrer cette différence entre une astronomie prudentielle et une astronomie que j'ai appelée sapientielle, mot qui vient, adjectif qui provient du latin, du verbe latin sapio, je sais, sapere, savoir. Et cette anecdote est la suivante, elle est peut-être légendaire, mais peu importe parce qu'elle illustre parfaitement la distinction que je veux faire. Aristote, encore lui, raconte que Thalès, précisément celui du théorème, Thalès
fut un jour lassé, agacé, exaspéré de s'entendre toujours considéré et taxé par ses citoyens d'incapacité pratique. Voilà, Thalès, c'est celui, et d'ailleurs, il en est question dans un autre dialogue de Platon, qui est le Thé et Tête. Thalès, c'est celui qui tombe dans un puits parce qu'il regarde le ciel et qui, pour ce fait, déclenche le rire de la petite servante Thrace qui passait par là. Alors, faire rire une servante Thrace, ce n'est pas glorieux. Et à quoi tient ce fait que Thalès tombe dans le puits? Au fait qu'il regarde dans le ciel et au fait donc qu'il est incapable de conduire ses affaires terrestres. Vous retrouverez cette image du philosophe perdu dans les affaires pratiques auxquelles il doit pourtant faire face dans sa vie quotidienne. Vous retrouverez cette image dans le texte de Platon, l'Apologie de Socrate, le texte où Socrate se défend de l'accusation qui est portée contre lui et qui va, vous le savez, le conduire donc à la mort. Eh bien, que fait ce Thalès qui vraiment en a par-dessus la tête d'entendre ses concitoyens se moquer de lui pour son incapacité à faire face aux affaires pratiques et pour être toujours dans la lune, toujours plané, si vous voulez? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, grâce à sa science astronomique, il prévoit à longue échéance, à terme suffisamment long, de quoi savoir que la récolte d'olives sera excellente. Alors, qu'est-ce qu'il fait de cette connaissance, de cette anticipation, de cette prévision? Eh bien, il loue à bas prix, très en avance, tous les pressoirs de millet. Et au moment où la récolte d'olives, conformément aux prévisions, s'avère être tout à fait prodigieuse, eh bien, il souloue les pressoirs qu'il a acquis à vil prix, il les souloue à prix d'or, il fait fortune. Et grâce à ces profits juteux, c'est le dire, hein, c'est des pressoirs, donc grâce à ces produits juteux, eh bien, il devient richissime. Pour montrer que sa spéculation, alors là, cette fois-ci au sens propre, financière, n'avait pas d'autre but que de clouer le bec aux rieurs, eh bien, sitôt cet argent gagné, il le distribue autour de lui, il le répand généreusement. Mais avec l'idée de pouvoir signifier à ses concitoyens milésiens, maintenant tenez-vous-le pour dit. Ce n'est pas parce que le sage est perdu dans ses spéculations intellectuelles, philosophiques, scientifiques, qu'il est incapable de sagesse pratique. Alors, Platon défend, lui, ici, dans ce passage de la République, une conception, je disais, sapientielle de l'astronomie, on peut dire tout simplement scientifique. Il dit, je le cite, « On s'y consacre en visant la connaissance ». Et il s'agit de cultiver, et c'est là-dessus que je m'étais arrêté lors de la dernière séance, de cultiver un organe analogue à celui de la vue, organe avec, je le cite, lequel la vérité est vue. Et cet organe, c'est celui qui nous donne accès, comme je l'avais dit, à des réalités qui ne sont plus de nature sensible, mais purement intelligibles, c'est-à-dire des réalités qu'on s'approprie à l'aide de cette faculté auquel on accède, vers lesquelles on s'élève au moyen de cette faculté qu'on appelle, alors on peut l'appeler intellect, je crois que c'est ici la dénomination la plus appropriée, on peut parler d'entendement, on peut parler d'intelligence, mais je crois qu'il vaut mieux éviter le terme d'intelligence pour cette raison que dans notre vocabulaire français, le mot d'intelligence renvoie à une faculté dont il est souvent question de parler en termes de degrés. C'est ce qu'on a plus ou moins. L'intelligence, comme on a plus ou moins de mémoire, plus ou moins d'imagination, on a une intelligence plus ou moins élevée, d'où des tests d'intelligence, du quotient intellectuel, etc. Bon, on a beaucoup parlé de tout ça. Eh bien, plutôt qu'intelligence, je préfère parler d'intellect
parce que l'idée d'intellect comporte moins directement cette notion de mesure, de niveau qu'on pourrait évaluer de façon quantitative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réalité intelligible, pardon. Une réalité intelligible, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est, car comme je l'ai dit, pour Platon, eh bien, la beauté, la justice, le bien sont, ils ont un être, ils ont de l'être, si vous voulez. Et cet être n'est pas moindre que l'être de l'objet sensible vers lequel vous tournez votre vue, un arbre qui est là, une assiette, une fourchette que vous tenez dans la main, tout ça, c'est réel, ça ne fait de doute pour personne, mais il est beaucoup moins évident aux yeux de l'immense majorité d'entre nous qu'on puisse dire de la justice, du bien, du beau, qu'ils sont réels, au sens où le sont les choses qui peuplent notre monde. Et pour Platon, pourtant, non seulement elles sont tout aussi réelles, mais elles sont aussi beaucoup plus réelles. Beaucoup plus réelles. Il y a beaucoup plus de réalité pour Platon, non seulement dans l'idée de justice, dans l'idée de beauté, dans l'idée de bien, qu'il n'y en a dans la fourchette que vous tenez entre vos mains. Et il faut aller plus loin. Il y a pour Platon une idée de la fourchette, ce qu'il appelle une forme intelligible de la fourchette. C'est pas l'exemple qu'il prend le plus souvent. Lui, il prend souvent l'exemple du lit. Eh bien, il y a une idée, une forme intelligible. Ça s'écrit en grec eidos. Il y a un eidos du lit qui est plus réel que le lit sur lequel, matériellement, vous vous allongez. Pourquoi est-ce qu'il est plus réel, ce lit intelligible? Alors, je ne vais pas dérouler toute la philosophie de Platon, toute la métaphysique platonicienne, mais il est plus réel pour cette raison qu'il a un caractère absolu qui manque à l'idée du lit. Par exemple, au lit sensible. Ce lit sensible, il n'est pas vraiment. D'abord, il ne cesse de devenir, de changer, de se transformer, il vieillit, éventuellement il s'affaisse, le matelas, il faut le changer, vous le savez, une bonne literie, la publicité vous le dit, ça se change périodiquement, et puis au fond, ce n'est qu'un lit parmi d'autres, ce n'est pas le lit, c'est un lit plus ou moins parfait, plus ou moins adapté à sa fonction. Le lit idéal n'existe pas. Le lit qui remplirait parfaitement toutes les fonctions qu'on attend d'un lit, eh bien, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que toujours le concept, si vous voulez, de lit, ou l'idée du lit, ou la forme intelligible du lit, a à faire des compromis avec la matière dont il est fait, selon qu'il est fait de bois, de métal, ou de matière plastique, ou d'autres choses encore, si c'est possible. Il possédera certaines qualités, mais il en perdra d'autres. Et donc, le lit, ce qui est simplement le lit, ça n'existe pas dans le monde matériel. Alors, vous pouvez, en revanche, savoir où ça existe dans ce que Platon appelle le topos noetos, le lieu intelligible. Il vaut mieux parler de lieu que de monde intelligible, comme on le fait assez souvent. Dans le topos noetos, ça veut dire que le lit réel, le plus réel, le vrai, l'authentique, il existe là où se trouve sa définition, là où se trouve son essence, son eidos, c'est-à-dire sa définition. Alors je vous laisse tout seul chercher la définition du lit et vous amuser à la distinguer, par exemple, de celle du divan ou de celle du canapé, de même qu'on doit distinguer le fauteuil de la chaise, du tabouret, du strapontin, etc. C'est ça le lit, c'est sa définition qui, elle, est éternelle, impérissable, même s'il n'existait plus aucun lit sur la Terre, ni dans l'univers, la définition, elle ne changerait pas. Et on pourrait refaire des lits conformément à la définition. D'ailleurs, quand un lit ne satisfait pas très bien, quand il satisfait mal, quand c'est un mauvais lit, quand il grince, quand il est trop dur ou trop mou,
quand il est trop fragile, il se casse quand on s'y allonge. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, c'est pas un lit. Ce n'est pas un lit, ça. Bon, de même qu'il a pu vous arrêter de pester contre voiture. C'est pas une bagnole, ça, c'est pas une voiture. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas aux exigences qui sont appelées par l'idée, par la forme intelligible, par ce qui se pense sous les idées de lit, de voiture ou d'autres choses. Et donc, cet organe avec lequel on accède à la connaissance de ce dont ont besoin les gardiens de la cité, ceux qui la dirigent, les philosophes rois, eh bien cet organe qui est de nature spirituelle, il est dans l'âme, c'est un organe qui est dans l'âme, nous dit Platon, et c'est plus spécialement dans l'âme, ce qui en est, si vous voulez, la quintessence, ce qui en est la perfection, ce qui en est le degré le plus élevé, c'est l'intellect. Nous, comme dit Platon, nous en grec, ce qui rend capable d'accéder à l'ordre noétique. L'ordre noétique qui est l'ordre des essences. L'ordre des essences. Ce n'est pas d'ailleurs tout ce qu'on demande à l'intelligence. À un niveau un tout petit peu plus bas, on lui demande par exemple d'être capable d'enchaîner les unes aux autres ces idées, ces formes intelligibles, comme le fait celui qui en mathématiques raisonne. Ça, c'est l'ordre non plus du nous, mais de la dianoïa. Dia voulant dire à travers. Dianoïa, c'est l'intelligence qui traverse, qui passe d'idée en idée. C'est l'ordre dianoïtique, c'est l'ordre, par exemple, de la démonstration mathématique. C'est déjà très bien d'être capable de ça, mais il y a mieux que d'être capable de faire des démonstrations mathématiques. Il y a mieux parce que les démonstrations mathématiques, elles partent toujours d'idées qui n'ont pas été véritablement, elles, posées comme des vérités. Dans la démonstration mathématique, au départ, il y a toujours des définitions, il y a des axiomes, des propositions qu'on vous demande d'admettre, des postulats. Postuler, c'est demander. Et donc, la démonstration mathématique, c'est déjà évidemment l'affaire de l'intelligence, mais d'une intelligence qui n'est pas encore l'intelligence suprême. L'intelligence suprême étant cette faculté qui vous permet d'accéder aux essences même des choses. À l'essence, par exemple, du cercle, du triangle, de la fonction, de la dérivée, de l'intégrale. Si vous faites des mathématiques, à l'essence du lit, si vous avez à réfléchir sur le plan technique, et à l'essence du juste, si vous avez à diriger la cité. Et ça, vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette vertu noétique qui vous donne accès à l'essence des choses. C'est pour ça d'ailleurs que Phronésis Sophrosyné, pour Platon, c'est cette intelligence noétique, parce que pour lui, c'est l'essentiel. Bien sûr, il y a des côtés techniques dans la politique, il y a des aspects techniques, il y a des aspects de gestion, il y a des aspects qui doivent être les affaires des experts. Oui, mais ça vient derrière. Hein. Vous savez, comme disait l'autre, l'intendance doit suivre. L'intendance doit suivre. Oui, elle doit suivre. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas venir d'abord. C'est-à-dire que les affaires de la cité ne doivent pas être d'abord le fait des techniciens ou des experts. Ceux-là, on en a besoin, mais ils sont derrière et ils sont aux ordres de ceux qui peuvent gouverner en vertu de cette connaissance noétique. Et cette connaissance noétique, c'est précisément ce que doit permettre l'enseignement dispensé dans l'Académie de Platon. L'Académie de Platon est une école dans laquelle on acquiert petit à petit, lentement, progressivement, au terme d'un cursus d'études extraordinairement pensé par Platon, et c'est cette description de ce cursus que vous trouverez dans la République, extraordinairement élaboré dans le but de rendre capable d'accéder aux essences. Il s'agit de former cet organe. Et cet organe, c'est l'intellect. Voilà. Et c'est pour ça qu'on admet l'astronomie au nombre des disciplines, et même qu'on exige l'astronomie au nombre des disciplines qui seront, comme les mathématiques, la géométrie, comme la musique et d'autres choses encore, enseignées dans l'académie. C'est parce que c'est une condition
pour que l'esprit devienne capable, si vous voulez, d'intellect. Précisément parce que les questions astronomiques sont, comme je l'avais dit la dernière fois, des questions mathématiques. Et comme on ne fait pas d'astronomie sans mathématiques, et comme les mathématiques sont une activité de l'esprit, une activité de l'âme, qui nous met en présence d'objets purement intelligibles, car il est évident que le cercle ne se voit pas. Vous ne verrez jamais un cercle, puisqu'un cercle est une ligne, qu'une ligne n'a pas d'épaisseur, et que vous ne pouvez voir que ce qu'il y a de l'épaisseur. Vous ne verrez jamais une droite, parce qu'une droite est infinie, et qu'on ne peut pas voir quelque chose d'infini. Vous ne verrez jamais une fonction, parce qu'une fonction, c'est une idée, c'est une forme, et vous verrez encore moins la dérivée de la fonction, et vous verrez encore moins l'intégrale de la fonction. Tout ça, ça se voit par les yeux de l'âme, qui sont les yeux de l'intelligence. Et ces yeux de l'intelligence, ce sont eux qu'il s'agit de rendre les plus aigus possibles dans cette institution qui s'appelle l'Académie de Platon. Il s'agit de former à cette science suprême, qui est la science même de l'accès aux formes intelligibles et que Platon appelle la dialectique. La dialectique. Dans dialectique, vous avez dialogue. Là, vous avez un des mots qui a fait la fortune la plus considérable dans l'histoire de la philosophie, le mot dialectique, qui a pris des significations très différentes les unes des autres, qui ont bien sûr quelque chose en commun, mais là je ne veux pas dériver trop loin. La dialectique platonicienne, c'est l'art de s'élever progressivement du sensible à l'intelligible. Dans le mot dialectique, on entend le mot dialogue. C'est la même racine, bien sûr. Dialegestai, c'est dialoguer en grec. C'est le mot dialogue parce qu'en effet, c'est par le dialogue qu'on accède à ces essences. Et c'est pour ça que Platon a écrit des dialogues, fidèles en cela à la méthode de Socrate qui, lui, n'a rien écrit, mais qui dialoguait avec ses semblables, qui les interpellait, qui les interrogeait, notamment les spécialistes d'un certain domaine, pour simplement s'enquérir de savoir s'ils avaient, ces spécialistes, la moindre connaissance de ce qu'était la chose dont ils étaient censés s'occuper. Il interroge Euthyphron, ce prêtre, et lui demande « Qu'est-ce que c'est que la piété ?» Tu me dis que, par exemple, tu viens au tribunal aujourd'hui pour attaquer en justice telle personne parce qu'elle a fait quelque chose d'impie. Très bien. Qu'est-ce que c'est que la piété? Et il commence à parler avec lui, il dialogue. Et ils montent petit à petit. Ils s'élèvent petit à petit ensemble. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans ces petits dialogues de Platon, le Typhon sur la piété, le Laquès sur le courage, l'Hippias majeur sur la beauté, dont j'ai déjà parlé, le Lysis sur l'amitié, on monte, mais on n'arrive jamais à l'idée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a en face un interlocuteur, un prêtre, un militaire, un quidam, un technicien, par exemple, de tel domaine, mais qui n'a pas l'esprit assez affûté, il n'a pas fait assez de mathématiques. Il n'est pas passé par l'Académie de Platon. Et lui, évidemment, il est, on va dire, fichu pour la connaissance de ces essences éternelles des plus hautes valeurs, comme la beauté, la justice ou le bien. Alors, il est évident que cette science s'est beaucoup transformée depuis Platon, cette science astronomique. Mais je vais y revenir très bientôt. Je vais y revenir très bientôt pour dire, disons, l'essentiel, ceci. Bon, disons-le tout de suite, parce que je pense qu'il est bon d'avoir là-dessus l'esprit suffisamment clair. Quand je dis que cette science s'est transformée depuis la formulation de ce qui s'appelle donc le problème de Platon, c'est qu'en effet, ce problème n'est plus tout à fait le sien. La structure et les mouvements des astres qui constituent le décor que nous pouvons observer et même contempler depuis la Terre, eh bien,
cette structure, elle nous est aujourd'hui connue. Pour l'essentiel, alors je ne dis pas que nous savons tout du système solaire, mais ce qui nous reste à découvrir du système solaire concerne plutôt la structure physique, la composition chimique des planètes, de leurs satellites, de leurs anneaux, des astéroïdes, etc. Quant à la structure, on va dire géométrique, elle est quand même très bien maîtrisée. Et il faut qu'elle soit très bien maîtrisée pour que nous soyons capables, comme je l'avais dit, par exemple, d'abord d'aller poser une sonde sur une comète qui passe dans le système solaire. Il faut quand même qu'on soit drôlement au fait des mouvements de tout cet ensemble majestueux d'objets pour arriver à faire passer non seulement une sonde là où exactement nous voulons, mais même pour poser un robot sur Mars ou une caméra, un objet disposant d'une caméra, par exemple, sur un fragment de comète, comme on l'a fait encore récemment. Ou, par exemple, pour aller installer dans ce qu'on appelle un point de Lagrange, un télescope spatial qui permettra, parce que là, il reste immobile, de nous renseigner sur l'univers. Alors, la structure, elle est bien connue. Il y a des choses à découvrir encore dans le système solaire, ça c'est certain, mais ça ne concerne plus guère la structure. La question que se posaient les Grecs sur la structure géométrique d'ensemble du système solaire, elle s'est transportée à un niveau beaucoup plus élevé, qui est celui des objets constituant l'univers connu, observable dans son ensemble, que sont les galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies. C'est-à-dire que l'astronomie a changé d'échelle, si vous voulez. Et les astronomes se sont occupés de bien d'autres tâches depuis Platon maintenant, qui consistent dans une bonne mesure dans l'investigation de la nature physique des objets célestes, des étoiles en particulier. Et c'est pour ça que l'astronomie, d'une astronomie du visible, est devenue une radioastronomie, une radio de ces ondes électromagnétiques qui ne sont pas sensibles à notre système visuel. À tel point qu'une amie astrophysicienne me disait de l'astronomie un jour, elle me dit, oh, tu sais, l'astronomie c'est une science fossile. C'est une science fossile. L'astronomie au sens strict du terme, au sens étroit du terme, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, ce qui règne en maître dans l'astronomie, c'est l'astrophysique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut dire à quelqu'un, à un jeune qui rêve de faire de l'astronomie, qu'il ne va pas passer sa vie l'œil devant arriver à un oculaire de télescope. Il va la passer devant un écran d'ordinateur, très probablement. Mais toujours, quand même, toujours, au fond, l'idée, l'objectif reste le même, à savoir rendre compte sur le mode intelligible d'une réalité sensible. Toujours, il s'agit d'effectuer un mouvement d'aller-retour entre les spéculations mathématiques, qui ont maintenant une place immense en astronomie comme en physique, et les données de l'observation, afin de rendre le modèle scientifique, mathématique qu'on se donne de l'univers plus conforme aux observations telles que nous les obtenons dans les instruments qui maintenant se sont évidemment profondément transformés depuis les débuts de l'astronomie instrumentale qui, je le rappelle, n'a pas une origine plus ancienne que le début du XVIIe siècle. Voilà. Alors, je crois que ici, je vais m'arrêter. J'aurai encore quelques explications à produire au sujet de ce paragraphe qui se trouve vers la fin de l'extrait de la République dont vous disposez et qui commence par celui dès lors qui est réellement spécialiste en astronomie, etc. Donc, encore quelques mots la prochaine fois et ensuite, je reviendrai à des considérations plus directement astronomiques en exposant le premier des modèles astronomiques qui a été proposé pour répondre à
au problème de Platon pour lui apporter sa solution. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à la seconde partie pour tout à l'heure de cette séance.